Bonjour à tous et bienvenue dans 10 films en vrac, votre petite dose de discussion cinéma hebdomadaire. Le concept, il est ultra simple. Je vais parler de 10 films en vrac. Faudrait vraiment que je me trouve un petit générique pour cette émission quand même, parce que cette intro est un peu aride, on va dire. Voilà. Mais j'ai un cacolac. Et ça va m'accompagner toute l'émission. Et franchement, ça va me ramener en enfance, parce que le cacolac, c'est le genre de truc que je n'ai pas bu depuis, très longtemps. Et je bois mon cacolac dans un shot. Et c'est drôle parce qu'on dirait que je bois du caca. Voilà, c'est de la merde. Regardez, un shot de merde. C'est horrible parce que le fait de penser que c'est un shot de merde, ça presque trompe ton cerveau et ça te fait quasiment croire que tu bois de la merde. C'est très mauvaise idée. Avant de parler du premier film au hasard, je tiens à vous dire que j'ai changé encore une fois un peu la formule. Donc, on disait que le numéro 2, ça allait être un vieux film. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la première décennie, on va dire 1900-1909, et je vais parler d'un film de cette décennie-là, et l'épisode prochain, ce sera la décennie d'après, et on va faire le tour jusqu'à arriver à notre époque, et repartir à zéro, voilà. Donc c'est pas nécessairement des vieux films, le numéro 2, ça va juste être dans une décennie bien précise. Le 3, ça reste ma recommandation. Le 5, c'est toujours la filmo d'un réalisateur, et là on est encore avec Tarantino. Et le nouvel entrant, ça va être le numéro 7, où je vais commencer un tour du monde. Voilà, un tour du monde avec des films qui, à chaque fois, essayent de parler vraiment du pays dans lequel il se passe. Enfin, il faut que ce soit un film d'un pays, dans la langue du pays, réalisé par un mec du pays en question. Et on va commencer ce tour du monde, vous verrez dans le numéro 7. Voilà, on va partir d'un point et on va faire toute la planète en parlant de films donc de toutes les nationalités. Ça, ce sera le numéro 7. Et le numéro 9, c'est un film que vous choisissez. Et là, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que la formule que j'ai choisie, qui est de mettre 9 points et le nom d'un film que vous me proposez dans les commentaires, ça ne parasite pas un peu la section commentaires? Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, que je donne le lien vers une vidéo qui serait non référencée, dans laquelle vous pourrez donner toutes vos recommandations, une vidéo exprès pour les recos, ce qui fait qu'il n'y aurait pas une espèce de parasitage des commentaires de la vidéo par vos recommandations de numéro 9. Je sais pas si vous m'avez suivi. Donc voilà, il y a un petit sondage que je vais mettre là-haut. Dites-moi si je continue pareil en mettant 9 points et le nom d'un film en vous disant de faire ça, ou si je choisis le lien à part pour avoir une vidéo dédiée à toutes les recos que vous allez me faire, dans laquelle j'irai piocher à chaque fois pour le numéro 9. J'ai l'impression de pas du tout avoir été clair avec ce point, mais bon, le peu de gens qui auront compris me donneront déjà un ordre d'idée de ce que vous pensez. Et tous les autres numéros que j'ai pas cités, ce sont des films au hasard, comme d'ailleurs le numéro 1, et donc c'est bon, j'ai fait mon énorme intro, et on va commencer tout de suite avec le premier film au hasard, Kezako. Le premier film, c'est un film japonais sorti en 1997, un film d'animation d'un réalisateur qui est un tout petit peu connu, qui s'appelle Hayao Miyazaki, et c'est donc Princesse Mononoke. Oh là là, quel chef-d'œuvre, Princesse Mononoke. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de Princesse Mononoke? Écoutez, ça parle d'Ashitaka, qui voit un jour un démon surgir dans son village et qui a été touché par ce démon en voulant l'abattre. En fait, le démon, c'est une espèce d'entité qui a possédé un phacochère, je crois, un sanglier, oui. Et il se retrouve être contaminé, et donc il va devoir aller sur les terres dont vient ce démon pour trouver la source à ce mal et réussir à l'éradiquer pour réussir à être guéri de cette espèce de contamination que le démon lui a fournie. Donc il va aller à la ville de Fer, une espèce de ville où il y a des lépreux qui construisent des arquebusiers pour Lady Itachi, ou Lady, Itachi je crois qu'elle s'appelle, qui donc est une ville en mode un peu révolution industrielle, et on se rend compte qu'ils sont en train de couper la forêt, et donc la forêt est en train de se rebeller, il y a tout un truc un peu comme ça. Et dans la forêt, il y a Princesse Mononoke qui est une jeune fille qui a été élevée par des loups. Voilà, et on va avoir une espèce de périple, on va suivre Ashitaka qui va essayer de percer le mystère de d'où vient ce démon. Il y a toute une histoire avec le roi de la forêt, l'esprit de la forêt, le dieu de la forêt, que les humains cherchent à abattre ou pas. Voilà. C'est un grand film de Miyazaki pour plein de raisons. Donc déjà, c'est un film que j'ai vu au cinéma il y a très longtemps, quand il était sorti, et ça m'avait mis une énorme claque parce que c'est un film qui est extrêmement puissant visuellement, quoi. Il y a vraiment des séquences de baston déjà, quand t'es un gamin et que t'aimes bien tout ce qui est un peu combat, bagarre, dans ce film il y a des séquences hallucinantes. Ashitaka, franchement, il met une douille à Legolas en termes de tir à l'arc, bien avant le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est-à-dire que t'as cette séquence où, parce qu'avec le démon, il a une force qui est décuplée dans son bras, il y a ce moment où il y a des samouraïs qui attaquent un village, et il leur balance une flèche, et il y en a une où il arrache les bras du mec, les mecs, il va pour donner un coup de sabre comme ça, et la flèche, elle arrache carrément les deux bras du mec, elle les plante sur un arbre derrière lui, enfin voilà, il y a un côté ultra violent,
mais c'est jouissif, et bon, je l'ai vu jeune, hein, parce que 97, je suis allé le voir au cinéma, j'ai dû le voir en 98, 99, donc j'avais à peine 8, 9 ans, 10 ans, ce qui n'est pas grand-chose, et donc elle est quand même un peu violent, mais c'est justement jouissif, et rien que pour ça, c'est mon premier souvenir avec ce film. Après, c'est un film que j'ai revu de multiples fois, que j'aime énormément. Alors, c'est sûr que c'est du Miyazaki, c'est peut-être le Miyazaki le plus mature, dans le sens où il y a tout ce côté violent, il y a on est dans un monde d'adultes pour une fois, on n'est pas avec des enfants. C'est vrai que Miyazaki a beaucoup traité l'enfance dans ses films, là pas du tout. On est beaucoup plus dans un ton sérieux qu'un film d'aventure comme Le Château dans le ciel par exemple. Là on est dans un ton qui est vraiment solennel, avec une vraie menace, des enjeux, qui est vraiment une parabole écologique très très bien menée, qui n'est pas ostentatoire et crétin, mais qui arrive vraiment à te faire comprendre cette notion destructrice que l'homme peut avoir avec la nature, et ce rapport que l'homme va entretenir avec sa nature qui lui fournit la vie, les ressources, mais qu'il ne respecte pas. Et donc, forcément, il va y avoir un aspect rébellion qui va avoir lieu. Et donc, il y a par exemple toute cette séquence de charge de sangliers, c'est une séquence qui est en abondance, qui est ultra marquante, quoi, vraiment, avec ces sangliers qui chargent, qui se font tirer dessus et exploser par des arquebusiers et des mines. Parce que Lady Itachi, je ne sais plus comment elle s'appelle, Lady Itachi. Là. Elle a tout ce rapport où c'est une fabricante d'armes, quoi. Donc c'est intéressant. C'est un film qui te dépeint aussi une femme de pouvoir extrêmement impressionnante, quoi, qui est donc à la tête de cette ville où justement les femmes travaillent. Et c'est des lépreuses. C'est que des femmes d'ailleurs qui travaillent dans cette ville, si je me gourre pas trop. Et donc c'est même des lépreuses qui fabriquent les meilleurs arquebusiers. Et il y a toutes les femmes qui s'agitent dans les forges aussi. Donc voilà, c'est vraiment aussi, à la fois c'est une vraie fable écologique, et aussi c'est un vrai acte féministe, parce que c'est rare d'avoir des films avec des personnages féminins aussi forts. Surtout dans les années 90, c'était pas vraiment courant. Voilà, t'as aussi évidemment la princesse Mononoke, qui est le personnage qui va fasciner Ashitaka, ils vont se rencontrer lors d'une confrontation, parce que elle vient tuer des gens, je crois, ou elle vient détruire quelque chose dans la ville, et Ashitaka se bat contre elle, et elle va casser son masque, et il va découvrir que c'est juste une fille, il va la sauver, il va empêcher qu'elle se fasse capturer, et il va partir dans la forêt avec elle, voilà, tout ça. Et c'est vraiment, c'est une relation qui est toute japonisante, j'ai envie de dire, qui est très chaste, avec un côté où c'est des sentiments qui sont très forts, mais qui ne sont pas charnels. Enfin, c'est très particulier, je trouve, les Japonais, qu'ils ont de manipuler les sentiments amoureux dans les films. C'est pas vraiment comme le standard hollywoodien qu'on pourrait avoir, où forcément il faut qu'il y ait le baiser qui vient conclure un idylle, enfin, ce truc un peu... basique de la manière de traiter une romance à l'américaine. Les Japonais, ça se passe pas du tout sur ce niveau-là, quoi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la connexion intellectuelle et du ressenti que quelque chose de vraiment physique et charnel, justement. Et donc c'est vraiment c'est assez intéressant là-dessus aussi. C'est un film qui est vraiment extraordinaire. Je pense que je pense, moi, mes deux préférés de Miyazaki, c'est donc Princesse Mononoke et Chihiro. Je sais pas comment je les départagerai, c'est quasiment impossible de les départager, parce que c'est deux délires très 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 différents. Je pense qu'il y en a un qui est plus dépaysant, qui t'embarque vraiment dans une féerie, qui est Chihiro, et il y en a un qui est vraiment une claque d'animation, parce que t'es face à un film qui est magnifique, qui est magistral, qui t'embarque aussi dans un univers qui est comme le nôtre, avec certaines différences, avec un vrai lore, qui est très très vite balancé, mais qui n'a pas besoin d'être expliqué plus que ça, quoi. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'il ne te fait pas d'exposition de lore primaire et à 2 balles 6, quoi. Il va te mettre des créatures dans la forêt, et tu as juste une phrase pour dire qui ils sont, mais on t'explique pas d'où elles viennent, et à la fois tu arrives plus ou moins à comprendre ce qu'elles viennent faire là, quoi. Toutes ces petites créatures avec la tête qui fait... Enfin, voilà, il y a vraiment un univers qui est créé, qui est posé, avec ces loups qui parlent, ces animaux qui sont géants, même toute la fin est dantesque, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de mémorable au possible, cette fin qui est grandiose. Donc voilà, ça fait partie des plus grands films de Miyazaki, des meilleurs films d'animation de tous les temps, c'est évident. Et je pense que si je devais peut-être en retenir qu'un, finalement, ce serait celui-là pour moi.
C'est vrai que c'est le premier Miyazaki que j'ai vu au cinéma. Ça a été un peu ma première claque japonisante au cinéma, parce que c'est vrai que voilà, c'est c'est un réalisateur qui aura tellement marqué son médium, Miyazaki, que voilà, c'est dommage qu'il n'y ait plus vraiment de films de lui. Je pense que là, il arrive vraiment au bout. Mais il nous aura laissé une filmo qui est grandiose et qui mérite vraiment d'être explorée, découverte, redécouverte, montrée à vos enfants. Enfin, c'est le réalisateur absolu pour les films sur l'enfance. Moi, j'ai hâte, j'ai un enfant, j'ai hâte de pouvoir lui montrer Kiki la petite sorcière. J'adore ce film, je trouve que c'est d'une poésie quotidienne, mais faramineuse, quoi. Et c'est vraiment un film qui m'englobe, d'une atmosphère qui me rend tellement heureux, quoi. C'est vraiment, c'est de la chronique, mais tellement bien faite, et c'est tellement positif, quoi, que j'ai tellement hâte de faire partager ce film aux gens que j'aime. Et Princesse Mononoke, on est dans un autre registre, mais très très fort également. Et ouais, il y a tout un complot aussi avec l'empereur. Enfin, c'est vraiment très très bien mené. Il y a des surprises, il y a des trucs de design qui sont pas mal. Là, tous les personnages qui se déguisent en animaux là pour tromper le roi sanglier, là, c'est flippant, et il arrive à te faire aussi un peu des côtés angoissants. T'as ces graphismes avec ce démon qui est donc du verre. En fait, le démon, c'est juste la haine. Enfin, c'est ça, hein, le truc aussi con que ça. C'est que c'est juste la haine, en fait. C'est juste un combat entre l'amour et la haine. La symbolique du film est celle-là. Et comment l'homme et la nature ont ce rapport amour-haine qui peut mener à la destruction, ou à l'inverse, mener à une forme d'harmonie qui va apporter quelque chose de périssable dans le temps. Et donc c'est tout ce conflit. Est-ce que l'homme et la nature vont réussir à choisir l'amour plutôt que la haine, parce que la haine, c'est un sentiment qui t'apporte de la puissance, et qui t'apporte donc une forme d'opulence. Parce que tu exploites, parce que tu fais des choses négatives. C'est très très puissant sur une vision de société, en fait, tout ce film, mais c'est totalement allégorique, et il n'y a pas du tout un côté pamphlet ou un côté thèse. Donc il y a beaucoup de choses que tu captes, et le message est ultra fort, mais il n'est pas du tout appuyé frontalement par des dialogues, ou par vraiment une démarche de te faire comprendre un propos. C'est vraiment irrigué par tout ce que le film est, qui est à la fois graphique, à la fois les personnages, la manière dont ils interagissent entre eux. Voilà. Donc c'est un extraordinaire film, et je pourrais en parler des millénaires, mais à un moment on va passer au numéro 2, sinon on va jamais s'en sortir. Un petit shot de Cacolac. Jean-Jean, un Cacolac. Je sais pas s'il y a des fans de Franck Dubosc parmi vous. Et je sais pas s'il y en a qui ont eu cette référence. Mais ça, c'est une phrase que j'ai souvent dit. Le Jean-Jean, un Cacolac. Voilà. C'est un bon spectacle. Donc, le film suivant, on est dans la décennie 1900-1909. Donc, on est vraiment au début du cinéma. Et j'ai pas trouvé de site qui me permettait de choisir aléatoirement un film dans cette décennie-là. Tous les films, enfin tous les sites que j'utilise me proposaient la décennie d'après, parce qu'il y a vraiment très peu de films, il n'y a quasiment aucun long métrage de cette époque-là. Donc voilà, ça commence à la décennie d'après, et encore même la décennie d'après c'est compliqué. Donc pour cette émission, je vais en choisir un de manière arbitraire. J'ai essayé de prendre un film connu de cette époque, mais voilà, il y en a plein d'autres. J'ai pas pris un Méliès pour changer, j'aurais pu, parce que c'est quand même le grand fourvoyeur de films insérés de très bonne qualité dans cette première décennie du cinéma, même si le cinéma a été inventé en 1880 et quelques. On va dire qu'avant c'était juste ils appellent ça comment, des vues, le truc des lumières où ils envoyaient leur caméra dans le monde pour justement montrer différents aspects et appréhender l'outil caméra et le développement de la pellicule, tout ça. Voilà. Donc j'ai choisi un film de Monsieur W. Griffith, D.W. Griffith, je crois, si je me dis pas de trop de bêtises. Toujours moi et les noms, hein, vraiment, ça c'est problématique les noms. Hein, oh là là. D.W. Griffith, hein, c'est donc ça, qui dans la décennie suivante va réaliser un des films les plus marquants de l'histoire du cinéma, qui est Birth of Nation, la naissance d'une nation. Voilà, un film dont je parlerai probablement, parce qu'il risque de tomber dans cette décennie 10, un de ces quatre. Un long film qui a beaucoup de choses à dire dessus, mais celui dont on va parler, c'est un film qui s'appelle Le Spéculateur en grains, A Corner in Wheat. Alors il est trouvable sur YouTube. C'est ça qui est pas mal avec cette décennie très tôt dans le cinéma, c'est que les films sont souvent trouvables légalement parce qu'ils sont tombés dans le domaine public, vu que c'était il y a plus de 100 ans, c'est dingue, il y a 110 ans, parce qu'il a été réalisé
en 1909. Voilà, 1909, ouf, il se passait quoi en 1909? On n'était même pas en Première Guerre mondiale, quoi. On avait encore l'Alsace et la Lorraine, on l'avait déjà perdu, je sais plus. C'est dur à suivre cette histoire d'Alsace et de Lorraine, quand même. Donc c'est un film qui dure pas très longtemps, 13 minutes, et qui raconte l'histoire d'un spéculateur en grains qui va réussir à obtenir le monopole et les conséquences que son enrichissement par son monopole dans le blé va provoquer chez les agriculteurs, chez la population, voilà, avec une espèce de morale à la fin. Donc c'est intéressant parce que c'est un film qui est très à charge contre le capitalisme. Voilà, W. Griffith il était clairement douteux du système. Et c'est le gros truc à dire de ce film, c'est sa force de montage, parce qu'on est sur le début du cinéma. Et là où, par exemple, quand on compare avec les films de Méliès, qui sont donc un enchaînement de scénettes qui se suivent tous dans un ordre vraiment chronologique, avec une unité d'action et de personnages qui passent d'une à l'autre. Voilà, il y a un côté où c'est un enchaînement de tableaux, vraiment. W.D. Griffith, lui, dès le début, il se dit que le spectateur va réussir à rassembler une espèce de suite d'événements qui ne sont pas faits par les mêmes personnes et dans les mêmes lieux, ensemble. Et donc on commence par un paysan qui plante des graines, après on va suivre donc le mec, le fameux spéculateur en grains qui va un peu commencer à manigancer son truc, et en parallèle on voit un mec perdre sa fortune, on voit les conséquences que ça a dans une boulangerie, le prix de la miche de pain qui augmente, et en parallèle de ça, on voit le spéculateur qui est devenu riche, qui fait un grand banquet, voilà, et tout ça s'enchaîne, voilà, d'un plan sur l'autre, et malgré le fait qu'on ne devrait pas forcément être apte à reconstruire cette espèce de puzzle, et à savoir que tous les événements sont liés les uns entre eux, et ça marche. Et ça c'est dingue parce que c'est vraiment ce qu'a apporté Griffith au cinéma, c'est cette capacité de considérer que le spectateur va comprendre cet enchaînement d'images et va réussir à faire lui-même, à combler le vide en fait du montage pour se raconter l'histoire et réussir à faire en sorte que l'univers vive au-delà des images qu'on lui montre. Donc c'est très fort et c'est comme tous les pionniers, fallait quand même qu'il y ait un mec qui pense, quoi. Enfin, c'est débile, mais on a une époque du cinéma où il n'y a pas eu encore de chant contre chant, par exemple. Donc c'est crétin de se dire ça, mais de se dire les mecs n'ont pas eu l'idée de filmer un personnage, puis d'alterner sur un autre personnage pour dynamiser le truc et voir mieux les personnages. Et voilà, on est vraiment au début de la manipulation d'un art, de comment ça fonctionne, donc il y a tout à créer, quoi. Et Griffith, c'est vraiment ça qu'il va réussir à créer. En plus d'avoir des vrais cadres assez dynamiques dès le départ, on reste sur des plans fixes très basiques, je veux dire. Mais tu prends les premiers plans, je vais vous mettre des extraits, vu que c'est libre de droit, je peux peut-être vous les mettre. Vous prenez les premiers plans où les paysans plantent le blé. Franchement, c'est des plans qu'on vraiment en extérieur, avec une belle profondeur de champ, il y a une jolie perspective, voilà, on sent que c'est pas rien du tout. Et de s'autoriser à faire vivre ces scénettes avec un lien central, c'est vraiment très fort narrativement. Juste par le visuel, il n'y a pas un carton qui t'explique quoi que ce soit, on est purement sur une narration visuelle où on fait confiance au spectateur pour réussir à tout comprendre. Et ça, c'est quand même assez admirable de sa part. Donc voilà, c'est un film qui est génial. J'ai envie de vous spoiler la fin quand même, parce que j'ai envie de vous la spoiler. Le film est en DVD, je m'en rends compte, donc voilà, si vous préférez l'acheter légalement, n'hésitez pas. Bon, j'avoue que je connais pas le prix, mais acheter un DVD pour un film de 13 minutes, ça fait, bon, faut pas que ça coûte très cher quand même. Surtout quand il dispose sur YouTube dans une qualité correcte. Après, c'est surtout les arrangements musicaux qui doivent être bien mieux dans le DVD. Et donc, je vais spoiler la fin. Voilà, le spéculateur se retrouve au moment de savourer sa richesse à se tomber dans son bac de grains et à mourir enseveli sous son grain. Donc c'est quand même une fin qui est assez forte en termes de symbolisme. C'est-à-dire que le mec est écrasé par sa propre fortune, par le poids de son avarice quasiment. Et donc voilà, c'est vraiment une charge capitaliste, contre le capitalisme à mort. On te montre que les gens qui bossent, tu les fous dans la merde juste parce que tu veux t'enrichir pour pouvoir faire un dîner chez toi. Et en plus, on va s'amuser à faire mourir le mec, quoi. Parce que voilà, il mérite pas la vie. Crève avec tout le pognon que tu as voulu te faire. Donc voilà, c'est une belle fin, j'ai bien aimé. Franchement, ça m'a bien plu. C'était le numéro 2, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le spéculateur de grains, mais allez le découvrir, ça vaut le coup, ça vous familiarisera avec les tout débuts du cinéma, et c'est intéressant de se plonger dans cette période-là, on est dans le muet, avec vraiment le début du cinéma. Et donc, dans le prochain épisode, le film sera tiré aléatoirement ce coup-ci, parce que je peux faire sur la décennie 10-19,
Et ben, on se fera un autre film, on verra bien ce que c'est. Faut que je les ai vus, parce que j'ai pas non plus vu tous les films de cette époque-là. C'est là où je commence à avoir un peu des lacunes, mais il y avait quand même moins de films qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est peut-être que mes lacunes ne seront pas si grandes, finalement. Et ouais, j'avais envie de vous mettre un peu de musique, de vous montrer une image d'une jolie ville, voilà. On est un peu à la cool dans cette émission, c'est comme ça. Le numéro 3, c'est donc Marocco, et je vais pouvoir parler d'un film que j'ai vu au cinéma il y a très peu de temps, et qui est sûrement encore en salle à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas. C'est Le Gangster, le flic et l'assassin, un film coréen réalisé par un mec dont j'ai évidemment oublié le nom, sinon ce serait pas drôle. Et donc c'est réalisé par Lee Won-tae, un polar coréen qui raconte l'histoire, alors c'est un peu un espèce de remake de M le Maudit, maintenant que j'y pense, qui raconte l'histoire d'un chef de gang qui est une masse physique qui est jouée par Ma Dong-seok, qui est le mec qui joue aussi dans Dernier Train pour Busan, et dans la série aussi Bad Guys. Enfin bref, c'est un vrai acteur coréen qui a une énorme gueule et surtout un physique, mais dingue, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Donc ce chef de gang se retrouve à se faire attaquer par un serial killer, et ce serial killer est recherché par la police, et donc le chef de gang et le policier qui est sur l'enquête vont s'associer pour essayer de mettre la main sur ce serial killer. Donc il y a une espèce d'association qui et aussi une concurrence parce que le deal est que le premier qui l'attrape choisit le sort qu'il va réserver au serial killer, c'est à savoir le flic veut le mettre en prison et le chef de gang veut juste le tuer de la manière la plus atroce qui soit pour se venger. Est-ce que c'est bien? Écoutez, c'est vraiment pas mal, c'est un très beau film, déjà en termes de réalisation, de lumière, il y a vraiment un travail qui est fait pour créer une atmosphère et pour présenter un film travaillé avec des beaux mouvements de caméra, avec des cadres très fouillés à certains moments, qui surtout se concentrent sur des visages de personnages, c'est un cinéma de gueule, hein, vraiment. Donc c'est un film qui est très propre et qui propose un polar de très belle qualité. Le plus grand atout de ce film, c'est clairement, il y a un camion poubelle dans la rue qui recule, je suis désolé pour le bip bip, mais c'est pas grave, on va passer outre, excusez du peu. Vraiment l'atout, c'est ce comédien, alors il a un diminutif, mais c'est Madong, je crois que ça va juste être Madong, qui joue donc ce chef de gang, qui est mais colossal. C'est-à-dire que il en impose physiquement. J'ai rarement vu en fait un film réussir à mettre en valeur le physique d'un personnage comme ça, la force physique d'un personnage. C'est-à-dire que voilà, pour vous donner un ordre d'idée, son apparition, il apparaît, il est en train de boxer, donc il est en Marcel, il est musclé, mais tu sais, c'est un gros musclé, quoi. C'est vraiment une espèce de montagne, quoi. Vraiment une montagne. Il est là, il est tatoué de partout, et il tape sur un sac de boxe, et ça a l'air, mais dirait les coups, ils ont l'air de faire super mal. Et petit spoil, c'est pas un événement narratif, c'est juste un truc, mais je me permets de spoiler, je vais essayer de mettre un timecode pour ceux qui veulent pas savoir le petit élément que je spoil, qui n'est pas quelque chose de narratif, mais juste un truc cool. Quand le sac, il le descend, et là, il ouvre le sac, et en fait, il y avait un mec dedans. Et il a tabassé un mec, et le mec, il est en sang et tout, c'est genre, voilà, c'est sa manière on va dire, de faire payer, de se venger de quelque chose dans son milieu de mafieux, quoi. Et cette ouverture est géniale, quoi, cette présentation de personnage. Et après, il est en costard, il est trop classe. D'ailleurs, j'y pense, mais c'est marrant parce que c'est une présentation de personnage que je fais dans Devil Town. Et ouais, je vais aller chercher mon petit flyers, mais dans Devil Town, qui passe en plein air. Attends, il est à mon flyers. Devil Town, qui est mon film, qui passe en plein air le 16 septembre, au Festival solidaire des arènes de Montmartre. Je vais vraiment vous mettre un lien dans la description ce coup-ci, et n'hésitez pas à me tenir au courant si vous voulez venir voir Devil Town. Dans Devil Town, j'ai un personnage qui est introduit de la même manière, où il est en train de tabasser un mec. Il y a un vieux dicton que j'aime bien. Si tu m'arnaques une fois, c'est que t'es un connard. Si tu m'arnaques 2 fois, c'est que je suis un con. Donc c'est confirmé, t'es un connard. Mais moi, j'ai pas envie de passer pour un con. Évidemment, dans Le Gangster, le flic et l'assassin, c'est beaucoup mieux fait, et cette idée de mettre le mec à l'intérieur d'un sac de frappe est juste énormissime. Et au-delà de ça, donc le mec, il en impose physiquement, et il trimballe cette carrure et cette force physique et cette espèce d'ancrage dans le sol, mais c'est impressionnant, quoi, impressionnant. Chaque plan de lui, ça te bouffe la pellicule, quoi. Waouh, le mec, il te prend toute la place tout le temps. Donc
fatalement, ça crée une forme d'asymétrie parce qu'à côté, le personnage du flic, il paraît mais totalement anecdotique et fade. Le comédien fait ce qu'il peut, mais il arrive jamais au niveau. Et donc, vu que tu es quand même une forme d'équilibre dans le scénario qui essaie de traiter les deux, il y en a un, t'en as rien à foutre. Bah, t'arrives pas à t'intéresser à lui, et voilà. Mais bon, ça reste intéressant. Je trouve que le déroulé est un peu alambiqué par moments. T'as un peu du mal à comprendre, à justifier certains... T'as du mal à justifier que vraiment cette collaboration existe entre les deux et qu'elle aille au bout et qu'elle se déroule de cette manière-là. C'est pas toujours ultra justifié. T'as des moments où il y a des prises de décision vraiment étranges, notamment au moment d'arrêter des gens, de certaines manières, comment les arrêter, tout un dispositif qui est pas dingo, que je trouve qui provoque des scènes d'action mais qui est pas toujours vraiment justifié. Et ce qui fait que bah t'as des scènes où tu te dis ah putain ouais là ils agissent bêtement quand même, c'est un peu dommage, c'est un peu léger. Et c'est pour provoquer quelque chose de dramatique et bah forcément l'événement dramatique a moins d'impact parce que bah rétroactivement tu sais qu'il vient d'une boulette que les mecs ont fait de manière totalement improbable avant. Donc voilà, mais ça reste un film qui est très beau, il y a des vraies séquences marquantes visuellement. Je pense à toute une première séquence cette séquence où le mec se fait agresser par le serial killer sous la pluie au milieu d'une route déserte. T'as juste ces deux voitures, le serial killer qui a une espèce de cape et tout. Enfin, vraiment, c'est très beau plastiquement, quoi. C'est un bel objet plastique. Et au-delà de ça, c'est un pamphlet quasi pro peine de mort aussi. Donc c'est intéressant parce que voilà, on n'a pas souvent des films qui t'expliquent que la peine de mort c'est vraiment génial. Mais on n'a pas souvent des films non plus qui parlent d'un serial killer qui est vraiment glaçant. Mais intéressant, moi je suis un peu dans ma phase même Mindhunter, là j'ai terminé la saison 2, j'ai une vidéo qui devrait être sortie hier, ou qui va sortir si j'ai eu la flemme de la monter, et c'est vrai que d'avoir un film avec un serial killer, moi déjà ça me botte, tu vois, là en ce moment, j'aime bien les serial killers, ça m'intéresse pas mal, mais donc je vous le recommande, franchement, si vous voulez voir un très bon polar coréen, il y a beaucoup de choses à prendre dans ce film, je vous dis c'est un espèce de mélange entre du Scorsese, pour la manière de dépeindre un mafieux, et c'est en fait le meilleur mafieux que j'ai vu depuis genre Jack Nicholson, même avant Infernal Affair 2, le mec qui jouait donc l'équivalent de Jack Nicholson dans Infernal Affair, qui est juste mais démentiel, et dans le 2, qui est un film basé sur lui, qui est juste extraordinaire, ça faisait, je pense, depuis donc 15 ans que j'avais pas vu un aussi bon mafieux au cinéma, quoi. Vraiment, il est mais colossal, quoi, dans ce rôle-là, et rien que pour ça, le film vaut mais grave la peine. De ouf. Grosse expression du moment, de ouf. J'ai l'impression que c'est revenu à la mode, le de ouf. Je l'entends partout depuis 6 mois, et fatalement, quand tu entends beaucoup une expression, tu te retrouves à la dire toi-même. C'est assez particulier. Eh oui. Nazdrovia. Non, faut dire en coréen. Tampai. Non, ça c'est en japonais. Comment on dit en coréen, si vous savez. Mais l'écrivez pas en coréen, je sais pas lire. Même si je pourrais le traduire sur Google, mais écrivez-le avec notre alphabet, dans la prononciation que disent les Coréens. Voilà, hein, soyez malins. Facilitez-nous la tâche, nous youtubeurs qui sommes submergés par vos commentaires passionnants, toujours passionnants. Merci de commenter mes vidéos, merci de donner vos avis sur les films dont je parle, merci de me préciser quand je dis des conneries. Ça vous aimez bien, mais merci. Merci, mec énervé qui dit merci. Et on arrive au numéro 4, on repart sur un film totalement aléatoire. Let's go! Et on tombe sur Bonnie and Clyde de Arthur Penn, 1967, un film dont j'avais parlé dans ma vidéo sur les braquages. J'avais été très content de moi de découvrir cette espèce de métaphore phallique sur le pistolet. Donc Bonnie and Clyde, écoutez, ça raconte l'histoire qui est ultra connue de Bonnie et de Clyde. Donc Clyde qui est un espèce de braqueur à la con, qui va se retrouver à embarquer Bonnie, une espèce de fille qui est peut-être fiancée avant, qui s'emmerdent, qui vont partir dans cette espèce de traversée de l'Amérique en braquant des banques, en recrutant des gens et en tuant des gens au passage. Et on est sur le premier film. C'est le premier film du Nouvel Hollywood. Donc je pense que c'est quand même l'axe le plus intéressant par lequel parler du film. C'est-à-dire qu'on est sur un film qui est la première porte qui s'ouvre vers un nouveau monde dans le cinéma américain. 1967. Qu'est-ce que c'est le Nouvel Hollywood? Pourquoi Bonnie and Clyde il en fait partie? Déjà, le Nouvel Hollywood, c'est donc ce mouvement des réalisateurs américains qui va arriver après l'Hollywood classique, l'âge d'or hollywoodien des années 50, fin 60, qui s'écroule un peu parce que les grandes productions coûtent extrêmement cher et ne rapportent plus autant que ce qu'elles ne devraient. Donc voilà, des films comme Cléopâtre, qui va être un des films les plus chers de tous les temps, va être le film qui va faire le plus d'entrées de l'année, hein, mais il n'arrivera pas à être rentable.
parce que on arrivait à un niveau où le système est cassé, en fait, de l'industrie hollywoodienne, et les films coûtent tellement cher pour réussir à être impressionnants, et ils n'arrivent même plus à être rentables. Et à côté de ça, il va y avoir des réalisateurs américains qui vont un peu s'inspirer de la nouvelle vague française, avoir ce côté où on va faire des films d'auteur, des films où les réalisateurs vont avoir une espèce de vision personnelle et mettre une patte propre qui va un peu être non conventionnelle, non académique dans leurs films. Et Bonnie and Clyde est un bon exemple de ça, parce qu'on a un film qui a un montage assez particulier. C'est un montage qui est constitué de beaucoup de légères ellipses. C'est pas des jump cuts, mais pas loin. Voilà, il n'y a pas ce côté harmonieux, où vraiment tout est lisse. C'est un film qui est très abrupt dans sa manière de se dérouler. Et ça, dans la forme, c'est quelque chose déjà d'assez nouveau à Hollywood. Et donc voilà, Arthur Penn, il ouvre vraiment la porte à quelque chose. Au-delà de ça, c'est aussi un film qui est très chargé en sexualité, en tension sexuelle, qui est assez sulfureux, mine de rien. La première scène, c'est une scène où il y a Bonnie, on voit Bonnie se déshabiller, tout ça, on la voit jamais toute nue parce qu'ils n'avaient pas le droit, machin, mais voilà, il y a un côté vraiment sulfureux qui est évoqué, et au-delà de ça, c'est aussi un film qui est extrêmement violent, et qui est crépusculaire, un film qui te présente des héros qui sont des anti-héros, des héros qui vont vers une destinée un peu funeste, et tout ça, en fait, finalement, c'est l'archétype du film du nouvel Hollywood. C'est-à-dire que l'exemple qui va suivre après, qui va être Easy Rider, qui va être le grand film fleuron de ce mouvement, c'est un film qui finalement reprend tout ce que je viens de dire. En fait. Un film qui a un montage très saccadé alternatif, voilà, proche de l'expérimental par moment. C'est un film qui a totalement des anti-héros comme personnages, qui vont vers une horizon funeste. Voilà, enfin, il y a vraiment et qui a un côté aussi très sulfureux. Enfin, c'est vraiment cette espèce d'assemblage de ces éléments-là qui font le nouvel Hollywood, en tout cas au départ. Et donc, Bonnie and Clyde, c'est un film qui, je crois, va très très bien marcher. Et donc, il va commencer d'un coup à ouvrir la voie, à se dire « Ah, peut-être qu'en fait, c'est ça que les Américains veulent voir. » Parce que justement, on arrive aux États-Unis où on est sur une nouvelle génération qui est en train de prendre le pouvoir. On est sur les années 60, la fin des années 60, la génération hippie. On n'est pas loin de Woodstock, pas loin du Summer of Love, le Flower Power. On est dans ce mouvement où l'Amérique est vraiment en pleine effervescence. Il y a les mouvements pour les droits raciaux, il y a la guerre du Vietnam, il y a les droits civiques, il y a vraiment plein de choses qui se passent, la société est en train clairement de changer, mais il y a la libération sexuelle, il y a le début des drogues, voilà, on est dans un monde qui est clairement en train d'évoluer. Nous on a eu mai 68 en France, les États-Unis ils ont eu ça sur une période un peu plus étendue, mais on est sur un changement de paradigme, un changement de société, et c'est ce dont parle aussi le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Et les Américains, à ce moment-là, ils en ont marre, ils veulent plus voir des films de papa. Voilà. Il y a vraiment ce côté ras-le-bol de ces films à l'ancienne, où on nous présente des fresques historiques, des péplums, des westerns, des trucs à l'ancienne. On veut quelque chose qui va nous prendre au cœur, nous perturber, nous choquer. On va être apte à accepter de la noirceur, en fait. Parce que l'Amérique est en train de se questionner, et fatalement, on va avoir des films qui vont s'autoriser à montrer un peu les méandres et à critiquer le système américain, le mode de vie ricain. Voilà. Il y a une volonté de s'autocritiquer et de se regarder dans le miroir et de se dire on n'est pas forcément l'image ultraliste qu'on renvoie. Et donc c'est ce que les Américains vont aller chercher, et c'est pour ça que des films comme Bonnie and Clyde, des films comme Easy Rider vont cartonner et vont donc être l'émergence, le début d'un nouveau mouvement qui est le nouvel Hollywood, qui sera ensuite suivi par Al Pacino, pas par Al Pacino, par Francis Ford Coppola, par De Palma, par toute une panoplie de réalisateurs, des mecs comme Bogdanovich, je sais pas qui d'autre aussi, voilà, il y a toute une flopée de même Altman avec MASH qui fait un film de guerre aussi, voilà, où d'un coup il présente la guerre d'une manière, il dédramatise la guerre, ce qui était quelque chose d'assez inattendu à l'époque. Il y avait un côté sacré, sacralisé, tu respectes les soldats, parce que non, lui il fait MASH, où c'est une espèce de comédie qui traite la guerre sérieusement, mais qui quand même te la montre sous un visage particulier, quoi. Et ça, c'est encore une fois une espèce de démarche particulière du nouvel Hollywood, et cette volonté de
d'enfin de briser ces espèces de carcans classiques et institutionnalisés de studios du Grand Hollywood pour proposer des films moins chers, un peu capturés sur le vif, en extérieur, pas dans des grands décors, voilà. Un côté nouvelle vague, on est très très proche de la nouvelle vague, sauf qu'il y a ce rapport à l'Amérique à ce moment-là que nous on n'avait pas vraiment sur la nouvelle vague avec ce rapport à la France. Enfin, je trouve que les films du Nouvel Hollywood ont un rapport beaucoup plus politisé et ancré dans leur époque en termes de résonance sociétale et politique justement, que non pas nécessairement tous les films de la nouvelle vague. Enfin, je dis peut-être une connerie, mais là, comme ça, en me remémorant les trucs, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le truc de la nouvelle vague qui est beaucoup plus ancré sur les auteurs, eux, et ce que eux avaient envie de véhiculer à ce moment-là, leur nostalgie, leur mélancolie et tout ça. Donc, c'est un grand film pour ça, Bonnie and Clyde. Il y a aussi, il faut quand même parler de ce duo, hein, parce que c'est pas rien. Je vais encore pas réussir à me souvenir de leur nom. C'est triste, vraiment, c'est triste. Warren Beatty et Faye Dunaway, évidemment. Alors, je sais pas à quel point ils étaient ultra stars à l'époque. Je crois que quand même pas mal aussi. Franchement, je pense que Warren Beatty, Faye Dunaway par exemple, elle avait fait le premier film Thomas Crowe avant, donc je pense qu'elle était quand même vraiment connue. Et Warren Beatty, je pense qu'aussi ça devait être une bonne grosse star à l'époque. Et il y a Gene Hackman aussi dans ce film, qui joue un des mecs qui s'associe à eux. Donc voilà, on est sur du gros casting. Et voilà, donc c'est réalisé par Arthur Penn. Qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme? Et oui, Arthur Penn, par exemple, après, va réaliser Little Big Man, qui est un film avec Dustin Hoffman, qui est un western, qui est là vraiment pour critiquer la vision classique du western et surtout le traitement que les colons et les cow-boys ont fait aux Indiens, qui est quelque chose qui n'était pas vraiment courant. Il y avait peut-être eu Broken Arrow qui l'avait fait avant un peu, mais très peu, comparé à ce que va faire Little Big Man. Donc on est vraiment sur cette volonté de critiquer l'Amérique de l'intérieur. C'est plutôt intéressant. Et le truc qu'on retient dans ce film, c'est principalement sa scène finale, qui est d'une violence rare et qui est quelque chose, par exemple, qui va, on va dire, conditionner le parrain. Clairement, le parrain a des séquences qui sont des échos directs à la scène finale de Bonnie and Clyde. Pour ceux qui ont vu les films en question, je pense que le parallèle est évident et vous voyez très bien de quelle séquence je parle, qui concerne des voitures et des gens qui tirent dessus. Voilà, c'est un film qui a changé le cinéma. C'est pas tous les jours dont on parle d'un film qui a clairement ouvert la porte vers un nouveau monde. C'est plutôt cool, parce que c'est pas un mauvais film du tout, et ça a provoqué potentiellement la décennie la plus intéressante du cinéma américain, qui est le Nouvel Hollywood, cette espèce de 10 ans où les réalisateurs ont eu le pouvoir sur des films, où c'était les films de réalisateurs américains qui étaient ce qui marchait le mieux. Donc c'est rare. Et après vint l'ère des blockbusters, dans laquelle on est quasiment toujours. C'est ça qui est surprenant. Même s'il y a plein de métamorphoses dans cette ère de blockbuster-là, mais c'est vrai que depuis les années 80, on n'a pas changé vraiment de système. Si, là, voilà, il y a les SVOD, Netflix, tout ça qui viennent apporter quand même une autre manière de consommer et de produire le cinéma. Donc, on est dans une autre phase. Je ne sais pas comment elle va s'appeler. Moi, je l'ai appelée. Je pense qu'on est dans le Hollywood China Netflix, là, une espèce de triangle avec ces trois entités. Et Disney, en fait, c'est une espèce de carré, quoi. T'as Hollywood, Disney, Netflix et tous les autres services de VOD, et la Chine, qui sont une espèce des 4 éléments très importants à prendre en compte à l'heure actuelle, qui conditionnent le cinéma mondial, principalement le cinéma américain. Le cinéma français, il en a un peu rien à foutre et il essaye tranquillement de se débrouiller dans son coin, de manière discutable. On est d'accord. Et on va passer au numéro 5, hein? Et donc, j'ai envie de faire un petit générique, juste pour le petit numéro 5, là. Ouais, on va parler d'un film de Tarantino. Et la semaine dernière, on a parlé de Reservoir Dogs. Aujourd'hui, écoutez, on va parler de Pulp Fiction. Petit film, Pulp Fiction. Palme d'Or, 1994. Alors là, tu vois, on est encore dans un film qui, d'une certaine manière, a révolutionné le cinéma. Enfin, on n'avait jamais vu un film que Pulp Fiction avant qu'il le fasse, Tarantino. Et je pense que c'est pour ça que Pulp Fiction est considéré comme son meilleur film. Enfin, voilà, c'est clairement le film qui a changé la manière dont on a perçu le cinéma aussi, quoi. C'est cet aspect à la fois méta, à la fois justement nouvelle vaguien, Hitchcockien, enfin cette confluence d'influences qui est juste totalement dingue. L'histoire de Pulp Fiction, c'est des histoires un film choral, donc des histoires croisées des histoires qui se croisent. Dans ces histoires qui se croisent, on a deux tueurs à gages qui doivent aller chercher un mec qui s'appelle Marvin,
pour leur boss Marcellus Wallace. En parallèle de ça, on a un diner qui se fait braquer par deux crétins, on va dire ça comme ça. Et encore en parallèle de ça, on a un boxeur qui est joué par Bruce Willis qui doit accepter de se coucher lors d'un combat truqué. Voilà, et qui va pas vraiment faire ce qu'on lui a demandé de faire. C'est un film que j'ai revu au cinéma il y a pas longtemps. Ouais, que je suis allé voir au ciné, et c'est vrai que de voir Pulp Fiction, qui est un film qui dure longtemps, hein, qui dure 254 minutes, ça fait 2h34 quand même, donc c'est quand même un long film, c'est intéressant. Alors après, révélation de mon côté, c'est très très loin d'être mon Tarantino préféré, mais vraiment très très loin. C'est vraiment un film, je prends du plaisir à le regarder, je veux dire, je m'emmerde pas devant, mais j'ai pas cette espèce d'aspect fascinant, jubilatoire que des gens ont quand ils regardent de Pulp Fiction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont parlé de Pulp Fiction et je sentais des étoiles dans leurs yeux, que quand ils me décrivaient les séquences, ça les faisait kiffer de ouf, tu vois. Moi, à part la séquence de la montre, qui est vraiment une séquence de dingue que j'adore, et la séquence Ouais, non, maintenant que j'y pense, il y a quand même un gros nombre donc la séquence de l'overdose, la séquence du I'm gonna get medieval on your ass. Bon, il y a quand même énormément de choses que je trouve génialissimes dans ce film. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas le Tarantino qui, moi, me procure le plus de kiff. Parce que c'est de la sensibilité, on est vraiment sur de la subjectivité, de comment tu reçois des films. Et malgré le kiff que je peux avoir d'avoir ces deux mecs en costard qui se battent dans Los Angeles et qui parlent du Big Mac, ou des massages des pieds, ou de la manière dont il doit sortir la femme de son boss. Enfin, il y a tellement de choses, quoi. Je veux dire, c'est d'une richesse extraordinaire et c'est tellement dense que il y a tellement de choses à prendre que tu peux pas ne pas apprécier certains trucs de ce film, je pense. Voilà, après, c'est subjectif, c'est pas celui que je kiffe le plus. Et peut-être qu'en fait, le truc dont je suis pas le plus client, c'est potentiellement cette narration. Cette narration qui est donc en chapitres dans un ordre qui est pas chronologique, que je trouve intéressante sur un moment vraiment, qui est le moment mais c'est marrant parce que c'est un film où j'ai un espèce d'a priori négatif. Enfin, j'ai envie de pas en parler en bien, ce qui est assez étrange, et en fait dès que je commence à argumenter mes arguments, je me rends compte qu'ils fonctionnent pas et que en fait non, c'est quand même vraiment bien foutu parce que en effet cette construction dans un ordre aléatoire, elle fait écho quasiment tout le film tout le temps. C'est-à-dire qu'on a ce moment où le diner est braqué, après à la fin ça a un sens, ça fait cette fin qui est géniale. On a ce moment avec le mec dans Vegas sur les toilettes qui apporte un vrai côté. C'est quelque chose qui apporte quelque chose de sinistre à une histoire et de triste et à la fois c'est intéressant. C'est du spoil donc j'ai pas envie de trop développer, mais il y a un côté où ça te fait de la peine et ça, pour un personnage, c'est bien foutu. Ah ça c'est dur, c'est horrible là, c'est 40 dernières secondes, je suis navré, j'ai pas réussi à m'exprimer, mais parce que je n'arrive pas à trouver les mots sans être dans le spoil, mais on parle de Pulp Fiction, donc je vais m'autoriser à spoiler Pulp Fiction. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont de l'ordre de la surprise narrative, mais ça reste du spoil. Donc quand Vincent Vega meurt dans les toilettes, on se rend compte qu'il est mort parce que Samuel L. Jackson a pris sa retraite. Et donc il y a un côté triste parce que tu te dis putain, si l'un avait pas pris sa retraite, l'autre serait pas mort, et à la fois t'es content que Samuel Jackson soit pas mort et tu te dis qu'il a bien fait aussi de vraiment prendre ce moment où Marvin leur tire dessus et qu'ils se font pas toucher par les balles comme un signe divin, et qu'il a raison de vraiment pas d'avoir quitté ce boulot parce qu'il serait potentiellement mort juste après. Même s'il avait été là, Bruce Willis n'aurait pas réussi aussi facilement à le buter Vincent Vega. Mais il y a tellement d'idées dans ce film, le fait d'avoir Marcellus Wallace que tu vois pas pendant une bonne partie du film, et encore une fois on est là
ou comment filmer un patron de mafieux imposant physiquement, bah Tarantino il le fait bien aussi, hein. Je parlais du flic, le gangster et l'assassin avant, qui le fait très très bien, bah Tarantino il le fait bien aussi, hein. Cette espèce de masse là, qui est joué par l'acteur, comment il s'appelle cet acteur, c'est Ving Rhames, ouais c'est Ving Rhames qui est dans son meilleur rôle, hein, parce qu'il est mieux là-dedans que dans les Missions Impossibles dans lesquelles il joue, même s'il est quand même pas mal dans Missions Impossibles, mais là il est colossal, et après t'as cette mallette aussi, dont les théories n'arrêtent pas, c'est-à-dire que tout le monde a une théorie sur ce qu'il y a dans cette purée de mallette là, qu'en fait ce serait l'âme et que Marcellus Wallace ce serait le diable, il aurait vendu son âme au diable et que cette lumière ce serait l'âme de Marcellus Wallace, tu vois, mais c'est génial. Voilà, séquence de danse, culte, la BO est extraordinaire aussi. Non mais tous les films de Tarantino, de toute façon tu peux dire la même chose, c'est toujours voilà, on est sur un gros film, mais bon, voilà, j'ai moins d'attache. Mais voilà, pareil, cette séquence de l'overdose aussi, elle est quand même poignante, hein. Je veux dire, la tension que ça crée, waouh, la tension avec ces zooms sur la seringue, le zoom sur le point dans la truc, elle se réveille en truc, c'est glaçant, c'est vraiment, j'étais vraiment en gros stress, mine de rien, et j'aime beaucoup le Tarantino dans ce film, qui se retrouve à être le mec qu'on vient emmerder le bon matin pour nettoyer une voiture pleine de sang. Il est énorme aussi avec Ethel en Mr. Wolf, là, qui est vraiment le boss du boss, quoi. Il y a les débuts du côté Tarantino Cinematic Universe, donc il y a le Big Kahuna Burger qui reviendra dans d'autres films à lui et principalement aussi dans les films de Rodriguez, notamment dans Union d'Enfer. Il y a la série, il y a une série dans laquelle Uma Thurman est supposé jouer, ou a passé des auditions, qui est en fait Kill Bill, qui est la série qui aurait été adaptée de Kill Bill, ou qui est l'équivalent de Kill Bill, donc ça c'est un détail qui est rigolo. Il y a les cigarettes Red Apple. Il y a pas mal de petits détails qui commencent à faire que voilà, on est sur le premier film qui vraiment s'ancre dans cette espèce de Tarantino Cinematic Universe, qui est intéressant. Un jour, je ferai peut-être une vidéo pour l'expliquer, ce Cinematic Universe, parce que je le trouve assez intéressant. On est évidemment sur un film qu'on considère être... En fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment le premier film, quand je disais au début que c'est un film qui a changé le cinéma, c'est clairement le premier vrai film postmoderne. C'est un film qui considère que le public, et c'est d'ailleurs totalement le cas avec Once Upon a Time in Hollywood, est chargé d'un bagage quand il arrive en salle, et tout ce qui fait partie de la pop culture avant est un espèce d'ancrage sur lequel tu peux t'appuyer sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit pour dérouler ton film. Et donc c'est un film qui vraiment est brassé d'énormément de références, d'univers, de choses, c'est de la référence majoritairement, qui font que tu as différents degrés de lecture en fonction de tes connaissances en pop culture et des références que tu arrives à capter. Donc les références, ça marche aussi bien dans ce dont les personnages vont parler que dans la manière de filmer. Je veux dire, par exemple, quand il fait le plan qui est exactement le même plan que Hitchcock dans Psychose, avec la voiture à l'arrêt, et le mec qui voit son boss, la meuf qui voit son boss dans Psychose, et là c'est Bruce Willis qui voit Marcellus Wallace passer devant lui. C'est une référence, et tu peux voir le film ne pas la capter, tu t'en fous, le plan il raconte quand même quelque chose, mais si tu l'as, ça apporte un autre degré de lecture au film, parce que d'un coup, ça répond à une séquence dans Psychose, dont on ne connaîtra jamais les conséquences, parce que dans Psychose, elle croise son patron, mais il l'a vu, mais on ne sait jamais si ça va avoir qu'est-ce que cette histoire aurait pu donner, et là, il provoque un accident de voiture, et d'un coup on part dans des péripéties assez particulières, quoi. C'est aussi un film qui filme Los Angeles de manière assez intéressante, avec ces entités vraiment mais dérangeantes, quoi. Par exemple cette boutique où tu arrives dans un endroit et tu te rends compte qu'en fait l'arrière-boutique c'est juste l'horreur ultime, et qu'en fait tout le monde dans cette ville, c'est vraiment tout le monde est pourri jusqu'à la moelle, et il y a une façade qui est à peu près convenable, mais dès que tu creuses un peu, tu tombes sur de la dégueulasserie à tous les étages, quoi. Et c'est un peu le personnage de Bruce Willis, justement, qui est le mec qui veut s'émanciper de ça, sortir de ça, et c'est pour ça qu'il refuse de faire son combat, quoi. Et il bute un mec d'un seul coup de poing. Cette discussion avec un taxi qui est génial aussi, Taxi Russe. Enfin voilà, c'est vraiment un film qui est tellement dense et qui a énormément de trucs, qui a un film qui a marqué son époque,
les designs, les costumes, certaines répliques, les looks, le bad motherfucker sur le portefeuille, c'est un des meilleurs accessoires de l'histoire du cinéma aussi, je le disais, je parlais de la bague dans Abyss, mais c'est vrai que le portefeuille de Samuel Jackson dans Pulp Fiction, il est aussi mythique au possible, quand le mec lui dit tu cherches dans mon sac, c'est celui où il y a marqué bad motherfucker, tu vois, enfin il est extraordinaire, voilà. C'est un film qui est fascinant à regarder, et qui est encore plus fascinant à analyser, à remettre dans son contexte, à développer, à creuser, c'est d'une densité dingue, et qu'il ait réussi à le sortir comme ça, c'est normal que d'un coup il ait eu la lumière sur lui, et que ce soit devenu un dieu tout puissant à ce moment-là, Tarantino, et que voilà, enfin il a fait le film qui a marqué une époque et qui a changé la face du cinéma, et qui a changé en tout cas sa carrière, clairement, un grand film. Moi, à la fin de tous les Tarantino, je ferai un classement, donc vous verrez, il sera pas forcément au plus haut, mais parce que je dois être honnête avec moi-même, quand je le regarde, je prends pas le kiff de ma vie, mais dès que j'en parle ou que je vois des gens en parler, j'adore. Donc là, par exemple, j'ai la page Wikipédia ouverte devant moi et je me rends compte qu'elle est énorme, cette page Wikipédia. Elle est très très grande, il y a énormément de choses à dire. En français, ce qui est rare, hein. Normalement, les pages Wikipédia sur les films en français, t'as 10 lignes. Et là, t'as beaucoup de choses, parce que justement, il y a des théories, des réflexions de comment les choses qui se répondent à quoi, comment elles sont influencées par quoi, c'est juste dinguissime. Voilà. Donc écoutez... évidemment, j'ai pas fait le coup des valides, pas valide, j'y arrive pas, hein, cette émission à garder un fil conducteur. Écoutez, Princesse Mononoke, je valide, je l'achète direct, en Blu-ray évidemment. Le 8 grains de W.D. Griffith, je le regarde sur YouTube, pas besoin de l'avoir moi, j'avoue. Le numéro 3, le flic, le gangster, l'assassin. À voir au cinéma, c'est intéressant. Acheter en Blu-ray, je sais pas. Je sais pas si tu vois, pas nécessairement la nécessité de l'avoir en Blu-ray. Au pire, je le loue pour le regarder une fois, mais de le posséder, j'ai pas trop besoin. Et Pulp Fiction, évidemment, je pense qu'il faut l'avoir. Et il y avait eu un autre entre-temps, que j'ai évidemment oublié, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, ouais, je pense qu'un Blu-ray dans une collection que tu te fais Nouvelle Hollywood, ça vaut la peine. Donc on est sur quasiment que des films validés. Mais voilà, c'est pas mal. Oh là là, mais ça va être un très très long épisode, ça. Mais oui, peut-être un peu trop long. Écoutez, pas grave, hein, vous l'écouterez plusieurs fois. Et le 6e film, alors là, on tombe sur du supra lourd. Waouh, mais quel épisode aujourd'hui. On est sur du très très lourd. Sur La Cité de Dieu, 2002, Fernando Meirelles. Oh là là, un de mes films préférés de tous les temps. Bah là, on est clairement sur un des meilleurs films de tous les temps. C'est dingue. Donc La Cité de Dieu, ça raconte la vie d'un quartier de Rio de Janeiro à plusieurs époques, en suivant principalement le personnage de... les noms de personnages et la critique masquée de lignes parallèles qui ne se sont jamais rencontrées. Donc de Bouscapé, il y a aussi un autre qui s'appelle Zé Pequeño, bref voilà, il y a toute une espèce de galerie de personnages qu'on va suivre de l'enfance jusqu'à l'adolescence. En fait, on va suivre dans les années 60 et 70, en même temps que ce quartier est en train de changer, donc c'est assez particulier parce que le début du film, on est dans un espèce de petit village de campagne, t'as l'impression avec des maisons, mais des trucs très plats, et juste après, on est dans les années 70 et on est dans la favelas sur la montagne avec des maisons dans tous les sens, enfin, comme l'image que vous avez de la favelas, quoi. Ouais, bon, c'est un film que je trouve extraordinaire dans sa capacité à te plonger dans un univers et à te faire vivre des instants de manière ultra immersif, quoi. Vraiment, c'est un des films les plus immersifs que je connaisse. J'aime énormément son style, sa narration, son audace de mise en scène, ses personnages, j'aime tout, globalement. Mais voilà, on va détailler un peu tout ça. Le film commence par un flash-forward et après, on rembobine sur comment on en est arrivé là. Et donc, tu as cette espèce de voix off qui raconte plein de trucs qui permettent de fournir énormément d'informations. On est sur un montage un peu scorsésien dans son âme, un peu à l'Affranchi ou Casino, hein. C'est clairement la même veine. Je veux dire, c'est les Affranchis, mais à Rio, ce coup-ci, quoi. Et on est sur un film qui va te dépeindre des quartiers, qui va se permettre de faire des apartés sur un personnage en particulier pour te raconter toute sa backstory et comment on en est arrivé à l'instant où on l'avait découvert, ce personnage. Après, on a par exemple toute une séquence qui est une séquence que j'aime énormément, qui s'appelle la séquence de l'appartement, où on te raconte avec un plan fixe sur un appartement toute la vie d'un lieu pendant 20 ans, qui est un lieu qui a servi au trafic de drogue, qui appartenait à des vieilles dames, qui se prostituaient pour se faire payer ses... bref, tout un enchaînement de scénettes dans cet appartement, et le montage est magnifiquement rythmé, dynamique, et ça te raconte plein de choses en étant très simple, vraiment parfait. C'est un film aussi qui te parle de qu'est-ce que c'est de grandir dans un milieu comme ça, et comment tu
les chemins que différents personnages prennent, selon leur sens de la morale, selon leurs caractéristiques, leur caractère, leurs aspirations. Donc tu as le grand personnage du film antagoniste un peu, c'est Ze Pequeno, qui est une petite frappe, qui est un mec qui au début du film fait un acte extrêmement marquant, qui va tout révéler de son personnage. C'est quelqu'un qui est totalement immoral, qui n'a pas du tout d'empathie, et qui est un vrai psychopathe en fait. Et donc il va essayer de devenir, à un moment il va y avoir une espèce de putsch où il va essayer de prendre le contrôle de la favelas, du quartier, de la cité de Dieu quoi. Et il y a un côté shakespearien parce qu'il y a une espèce d'amitié fraternelle avec un autre personnage, et ça va pas forcément se dérouler de la manière la plus harmonieuse possible, alors qu'on est au top, et c'est parce qu'il y a une incapacité, mot très très compliqué à dire, une incapacité à réussir à s'épanouir, à être quelqu'un de bien fondamentalement chez ce Ze Pequeno. Et donc c'est assez déplorable. T'as Danny Lecoq, comment il s'appelle ce personnage ? Manu Lecoq aussi pareil. Son histoire elle est ultra poignante. Il y a vraiment un côté fataliste et un rapport au karma aussi qui est assez dingue. Et c'est cette espèce de ville tellement malfamée, la confiance n'existe pas, tout se paye cash. Je veux dire, tu fais un acte, tu vas avoir les conséquences qui vont forcément te revenir à un moment dans la tronche. Et c'est assez dingo. C'est dans le genre, dans le style, c'est un film qui est très intéressant aussi dans sa texture. Visuellement, je trouve qu'il y a une petite patte Tony Scott dans cette manière d'avoir des couleurs très saturées, d'avoir une image qui est vraiment très particulière, assez quasi un peu néon quoi, et un peu ce côté pas néon, mais j'aurais pas le bon terme, mais il y a un côté très péloche, pellicule, saturé, c'est le terme, c'est une image très saturée que je trouve vraiment appropriée avec cet univers-là qui est à la fois baigné de soleil orangé et à la fois crasseux parce qu'on est dans la pauvreté totale. Le personnage principal est intéressant, c'est un parfait témoin, quoi. On est vraiment dans le personnage témoin par excellence. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout proactif. Il a sa petite histoire qui reste assez intéressante à suivre, où il veut devenir journaliste et il a à un moment un choix moral qui est assez intéressant, qui vient un peu conclure la manière dont on peut percevoir l'ambition et le coup que ça peut te provoquer justement, et surtout d'avoir assisté à des gens qui sont morts parce qu'ils avaient une ambition démesurée et que ça a fini par leur revenir un peu dans la gueule. Et ce personnage principal, c'est vraiment un témoin pur. Qui va réussir à te narrer tout ce monde-là. Et je sais plus c'est quelle vidéo ou quelle personne qui avait parlé de ce film en étant un open world. Je crois que c'est peut-être Chris, une vidéo anglophone. Et c'est vrai que c'est aussi cette capacité de réussir à te créer un monde, à te créer des décors, des lieux où tu as l'impression de pouvoir t'y balader toi-même, quoi. Il y a vraiment ce côté où il arrive à te créer un bac à sable qui est cette cité de Dieu où tu connais les personnages, t'évolues, tu revois des rues, des décors, et il y a un aspect familier où tu as l'impression d'être clairement plongé dedans. Et dans les films qui parlent d'une ville et dont la ville est un personnage à proprement parler, un personnage à part entière, c'est un des meilleurs. Franchement, c'est un des meilleurs. Dans les films des années 2000, pour moi, c'est clairement un de mes préférés. C'est un film que je revois quasiment tous les ans, que je trouve fantastique. Fernando Meirelles, il aura une carrière étrange parce qu'il n'aura pas fait d'énormes trucs après. Il aura fait le Constant Gardener, qui est un film que je n'ai pas vu, mais il faudrait que je le voie. Et après, il a fait Blindness. Blindness, on en parlera un jour, ça c'était intéressant. 360, qui est un film très bizarre avec Jamel Debbouze. Et après, il a fait un sketch de Rio I Love You. Et là, bientôt, il a un nouveau film qui s'appelle The Two Pope. Mais voilà, pas une carrière de dingue, alors qu'il a fait un des meilleurs films de la décennie 2000. Quasiment du siècle en cours. Pour moi, je le mets vraiment très très haut. Donc évidemment, je le valide, ce film, Cité de Dieu. Évidemment, je le valide totalement. Mais découvrez-le. J'ai pas vu la série qui était La Cité des Hommes tirée de la Cité de Dieu parce que la presse n'était pas très bonne et j'avais pas envie d'entacher mon amour que j'ai pour ce film avec une série qui me parle de la même chose mais en moins bien. Voilà, donc j'ai fait le choix de passer outre. Mais si vous avez vu La Cité des Hommes, qui est la mini-série adaptée c'est un livre en fait un peu, je crois, ou le même auteur de roman, dites-le moi si ça vaut vraiment le coup et je la découvrirai à l'occasion. Voilà, on va parler d'un film brésilien, c'est cool, on voyage aussi dans cette émission. Mais d'ailleurs, en parlant de voyage, on arrive au numéro 7, et le numéro 7, on va voyager. Et oui, est-ce que vous entendez cette musique ?
Mais c'est la Marseillaise. Eh oui. Alors, le premier épisode de ce tour du monde, parce que là, on amorce ce tour du monde, le numéro 7, c'est le tour du monde du cinéma. Le tour du monde. Bah là, on est en France parce qu'on commence notre tour du monde et on va quitter notre pays. Et j'avais envie de parler d'un film qui parle de la France. Donc, le but, vraiment, de ce tour du monde, c'est de réussir à trouver des films. Vous ne serez pas toujours d'accord avec mes choix. Et c'est très subjectif et on peut en débattre et ça va être intéressant justement dans la section commentaires d'en débattre. C'est de trouver des films qui arrivent à te raconter le pays, à te plonger dans l'atmosphère du pays, à te donner l'impression d'avoir vécu une heure et demie, 2 heures dans le pays en question. Donc c'est assez particulier comme choix de film, vous allez voir. Ça peut être débattable, il y a plein de films qui feraient l'affaire. Et j'hésiterai pas à prendre vos suggestions, à les découvrir et à en reparler s'il y a d'autres pays, si vous voulez affilier des films à des pays en conseillant vraiment des pays, j'ai une liste pour tous les pays du monde. Mais si vous considérez qu'il y a des exemples, j'irai quand même jeter un œil, donc n'hésitez pas à faire des propositions affiliées au pays. Et donc on est à la France, et le film que j'ai choisi pour la France, j'avais envie de prendre quelque chose d'assez contemporain pour pas tomber dans une forme de désuétude et d'être en mode, la chronique des années 80 par exemple. Voilà, donc j'ai choisi Le premier jour du reste de ta vie de Rémi Besançon. Voilà. C'est un film que j'aime énormément. Donc le pitch, c'est l'histoire d'une famille divisée en différents segments. On est sur 4 ou 5 segments, où à chaque fois on va quasiment pas se concentrer sur un membre de la famille, mais c'est lui qui va vivre une expérience qui va lui changer sa vie, le temps d'une journée. C'est un enchaînement de jours à travers je sais pas, il y a quasiment 20 ans qui sont brassés dans ce film. Et donc pourquoi j'ai choisi ce film pour ce rapport à la France, au pays, c'est que je trouve que c'est un vrai film qui m'a donné l'impression de découvrir une famille qui est pas la mienne, fondamentalement pas la mienne, mais que j'avais aussi l'impression de connaître. Et je trouve que c'est un film qui brasse très très bien beaucoup de choses de notre culture, tout en étant un vrai objet de cinéma, quoi, un vrai film de cinoche. Et je trouve que c'est un film, si tu veux faire découvrir la France à des étrangers, pour moi c'est vraiment une belle porte d'entrée. Parce qu'il y a plein de trucs. Déjà, il y a plusieurs époques qui sont brassées, comme je disais, le film commence, je crois, dans les années 90, début 90, et il se termine dans les années 2000. Donc il y a 20 ans, vraiment quasi 20 ans qui sont brassés. Il va te parler de plusieurs personnages, d'une famille entière, donc t'as vraiment le père, la mère, les 3 enfants, le grand-père, donc t'as aussi toute une galerie, on a plusieurs profils, c'est un peu l'équivalent des Simpsons, quoi, où vraiment t'as toute une famille à observer, ce qui fait que t'as une palette de personnes présentes qui peuvent te raconter des choses sur le pays en question large, et aussi le fait de se concentrer sur une journée, il y a un léger aspect chronique, qui fait que tu vis des choses assez triviales, et il arrive très bien à avoir cette notion du temps qui passe et des événements qui, en fait, vu que le film est divisé en plusieurs époques, il y a toujours des événements marqueurs pour te référencer l'époque. Et ça, je trouve ça malin. Donc il y a plusieurs choses, il y a vraiment, déjà, par exemple, il y a tout un rapport au vin, que je trouve intéressant, parce que le grand-père a une cave à vin, et le père, qui est joué par Jacques Gamblin, les comédiens sont tous excellents dans ce film, moi c'est un de mes films français préférés, Le premier jour du reste de ta vie. Donc le père est joué par Jacques Gamblin et il a un rapport conflictuel avec son père à lui, qui a un côté où le grand-père n'arrive pas à montrer des signes d'affection vis-à-vis de son fils, et le fils a l'impression que son père l'aime pas, quoi, le considère comme un minable. Parce que le père est devenu chauffeur de taxi, alors que le grand-père était un peu plus... a gagné plus d'argent, voilà, une vie plus aisée que son père. Et c'est aussi quelque chose qui parle de la France, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une génération où il y a plus ce côté prospérité où on augmente où les générations d'après vont forcément vivre mieux que les générations d'avant. Et ce film raconte aussi cette légère désillusion post-30 Glorieuses, en fait, où on a le grand-père qui lui a vécu les 30 Glorieuses, qui s'est fait une vie aisée, et le père qui a une vie moins... on va dire, moins luxuriante, et parce que c'est comme ça que ça s'est passé en France, quoi. Post-30 Glorieuses, c'est pas la même époque, et la génération d'après a moins bien vécu que la génération d'avant, même s'il y a eu la guerre, et que c'est aussi autre chose, parce que la guerre a aussi... Je pense que ça... On peut pas considérer que les gens qui ont vécu la guerre ont forcément bien vécu pendant ces années-là, donc évidemment tout ça est à remettre en contexte et à creuser un peu plus que juste les simples mots que j'évoque là, mais le concept, vous l'avez à peu près saisi. Et donc, il y a un rapport au vin où le grand-père va prendre un des enfants et il va l'éduquer au vin.
parce que le père, donc Jacques Gamblin, a la réputation de pas être un bon... il va pas avoir un palais très aiguisé pour le vin, et à chaque fois qu'il se décarcasse par exemple, pour acheter une bouteille à son père à lui, donc le grand-père le goûte, il dit ouais, pas mal, genre en mode, il n'arrive pas à vraiment donner des bons compliments. Et donc il y a un des fils qui a cette phrase qui est assez marquante, qui dit, où le grand-père lui dit, enfin le fils dit au grand-père, ouais, tu pourrais m'apprendre à goûter le vin, quoi. Et le grand-père lui dit, tous les samedis, tu viendras avant le déjeuner et on prendra une bouteille dans la cave, je te la ferai goûter. Et si tu viens pas un samedi, on arrête tout, tu vois, et le fils va devenir sommelier. Donc voilà, le grand-père va vraiment transmettre une passion qui va générer une vocation chez quelqu'un. Je trouve ça assez intéressant, ce rapport à la transmission. Après, il y a plein de choses qui vraiment te racontent des époques, des pays. C'est un film qui est très rock, qui est basé sur le rock beaucoup, où Jacques Gamblin, qui est le père, il est fan de rock, et voilà aussi. C'est un vrai film sur la transmission père-fils, qui est intéressant, où il explique les différentes mimiques que les rockers faisaient quand ils faisaient leur solo de guitare, parce que le fils, il fait du air guitare, donc c'est pas un truc typiquement connu en France, surtout à l'époque, mais bon, pourquoi pas. Et c'est marrant parce que le fils va reprendre des phrases exactes de ce que son père lui a dit avant pour draguer une fille, donc il y a vraiment ce côté transmission. C'est un film qui parle des souvenirs, on va se souvenir de différentes époques, on va replonger dans nos souvenirs. C'est vraiment dense et ça parle de la France pour toutes ces raisons qui sont que ça se passe pas à Paris, on est dans une ville, je crois c'est jamais vraiment nommé, mais voilà, c'est un coin en France qui pourrait être un peu la ville de tout le monde, c'est pas important. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas ce côté parisiano où on essaie de présenter Paris en disant c'est ça la France. Voilà, il y a un moment où il y a le frère déménage, le frère déménage au début, et il regarde un film dans sa télé, et il y a le parallèle avec l'autre frère qui est resté à la maison avec ses parents, qui regarde le même film, et il y a un jeu de répliques où ils disent les répliques en français. C'est un western qui est doublé, donc ici ce jeu avec le doublage, le fait d'inclure un film doublé, qui raconte aussi beaucoup sur notre pays, parce qu'on a un grand pays de doublage. Et donc les deux font les répliques à distance et se souviennent de leur enfance. T'as une chambre aussi qui évolue à travers les années où tu les vois avec les maillots de foot de l'époque. Ils jouent au foot avec genre le maillot de Saint-Étienne des années 70 ou je sais pas quoi. Donc voilà, il y a aussi toute cette espèce de culture d'imagerie de certains événements marquants qui existent. Voilà, c'est pas genre il te prend pas des trucs hyper évidents pour te raconter l'époque, tu vois, il va pas te dire là c'est l'année où il s'est passé ça cette année-là, on va prendre cet événement là vraiment pour te construire une narration autour, mais il distille plein de petits trucs qui font que chaque fois j'ai l'impression vraiment de me dire si je devais prendre un film récent qui me parle de la France sans m'en parler spécifiquement, ce serait Le premier jour du reste de ta vie. Et vraiment un super beau film que j'aime énormément, que je trouve très très élégamment réalisé. Il y a vraiment un style de mise en scène différent pour chaque segment qui concerne chaque membre de la famille. Il y a des transitions musicales, c'est Sinclair qui a fait les musiques et la BO est vraiment dingue. Et les transitions musicales avec des vraiment segments visuellement intéressants sont parfaits aussi. Et il y a Marc-André Grondin, il y a Pio Marmaille, c'est le film qu'il a révélé. Le casting voilà, est magnifique. Déborah François, Jacques Gamblin, Zabou Bretman, le grand-père dont j'ai oublié le nom, évidemment, parce que si j'oubliais pas le nom d'un comédien, ce ne serait pas une chronique de critique masquée, quoi. On serait chez quelqu'un d'autre, chez des mecs qui connaissent les noms des gens. Mais c'est pas moi. Par contre, le nom des gens, j'en ai parlé la semaine dernière. Ça devient un compliqué méta, cette émission, faut faire gaffe. Voilà, donc franchement, gros film que je recommande. Et donc, pour amorcer mon tour du monde, je pars de chez moi, la France. J'ai le film dont j'ai parlé, qui est Le premier jour du reste de ta vie. Et dans le prochain épisode, je voyagerai dans un pays proche. Voilà, on va pas aller très très loin, on va aller dans un pays proche. Vous le saurez dans l'épisode prochain, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, parce que je vais peut-être passer en bi-hebdomadaire, enfin en bimensuel. Bref, vous comprenez, une fois toutes les 2 semaines. Peut-être si le temps me manque, mais on sait pas, on verra. Et on va passer au numéro 8, qui est de nouveau un film au hasard. Oh, le numéro 8, c'est un film dont je me souviens vraiment pas bien, qui s'appelle Hollywoodland, avec Samuel Brody, Diane Lane, Ben Affleck, qui joue un acteur qui jouait dans la série Superman, et on est sur un film noir, enquête policière, années 50 à Hollywood. L'histoire, c'est vraiment une enquête film noir classique avec un meurtre à la base, qui est celui donc du personnage de George Reeves, qui est joué par Ben Affleck, qui était le mec qui jouait Superman dans la série télé, et qui meurt, et il y a sa femme, je crois, hein, c'est sa femme,
sa mère, pardon, la mère de George, qui va engager un détective, donc Adrien Brody, pour enquêter, parce qu'elle trouve ça suspect, et on comprend que Ben Affleck avait une liaison avec Diane Lane, alors qu'il était marié à une autre femme. Et donc voilà, il y a un peu ce côté, et surtout il avait une Diane Lane et la femme d'un producteur d'un des gros studios hollywoodiens de l'époque. Une espèce d'embrouglio dans les méandres de Hollywood, avec ce côté enquête film noir. La petite subtilité qui change un peu par rapport à d'autres films du même cadre, c'est que de base, le détective a 3 hypothèses, qui est la thèse de l'accident, la thèse du meurtre et la thèse du suicide. Et il va vraiment illustrer ces 3 thèses, et ça va créer quasiment des espèces d'embranchements où si c'était ça, tous les événements qui ont précédé ne seraient pas les mêmes et n'auraient pas la même signification. Donc c'est peut-être la seule subtilité à ce film qui est finalement assez conventionnel, malgré son casting qui pour le moment est quand même pas mal, son principe de base, c'est vraiment l'hommage au film noir, mais fait dans les années 2000, qui n'a pas du tout marqué les esprits. Je pense que personne ne se souvient de ce film. Moi le premier. On va voir s'il est dispo quelque part. Eh ben il est en VOD chez TF1 Vidéo. Je ne le louerai pas pour me rafraîchir la mémoire, honnêtement. Mais j'en ai le souvenir d'un film finalement assez anecdotique. Et c'est marrant parce que je me souviens qu'il était sorti à la même époque que le Dahlia Noir de Palma, je crois. Qui était un peu sur le même principe. Cette espèce de film noir enquête. Je crois que le Dahlia Noir c'est un peu avant dans les... Ça se passe pas dans les années 50, mais ça se passe plus dans les années... Ouais, dans les années 30, je crois. J'ai pas envie de dire de conneries. Mais il y avait ce côté film noir dans les méandres hollywoodiens, quoi. Et les deux étaient pas terribles, quoi. C'était pas des films ultra marquants. C'était sympa d'avoir Ben Affleck en Superman, dont le costume est gris. Ça qui est drôle, c'est que vu que le show était en noir et blanc, et ben, le costume de Superman était gris, même en vrai, pour avoir des teintes de gris qui marquent mieux à la caméra. Et donc c'est un détail rigolo. C'est quand même dommage d'avoir que ça en tête quand tu te souviens d'un film. C'est vraiment l'archétype du film qui est basé sur un mystère et tu n'es accroché que par le fait de découvrir ou non la vérité. Donc c'est très bien, dans ce principe-là, de se dire si t'as envie d'avoir une enquête policière et tout. On est sur une histoire vraie, évidemment, ça apporte aussi un peu un côté crédible au truc. Mais j'ai pas le souvenir d'une révélation... ou d'une fin qui soit vraiment un truc dingue, ultra satisfaisant, quoi. Ce qui est un peu dommage. Et c'est surtout qu'en fait, on se concentre beaucoup sur le parcours d'Adrien Brody, qui est un détective dont la femme l'a quitté, ou ce genre de truc. Enfin, tu sais, le côté un peu, dépressif du détective. Et ouais, c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus. En fait, le mystère est plus intéressant que son parcours à lui. Et il commence à faire une... Lui, il va vraiment s'enfoncer, il va avoir des problèmes avec les studios qui veulent pas que l'enquête avance parce que ça peut leur être préjudiciable. Donc il va... C'est vraiment l'enquête qui va détruire sa vie, quoi, en essayant d'être obsédé par cette vérité. C'est un peu... c'est vraiment un truc archétypal, quoi, au possible. Et le côté manque de réponse et le fait de pas vouloir poser une vérité, c'est aussi... C'est peut-être ce qui fait que le film n'est pas super satisfaisant non plus, quoi. Donc voilà, je le reverrai à l'occasion, mais je vais pas me décarcasser pour aller le revoir ou pour l'obtenir. Par exemple, là il est en location sur un MyTF1 vidéo à 3 balles, je suis pas trop motivé, quoi. Oh, nous sommes au numéro 9, et le numéro 9, comme vous le savez, eh ben, c'est vous qui choisissez. Donc, il y a le sondage, hein, si vous voulez qu'on continue à faire ce système où vous mettez 9 de points et vous écrivez un nom de film, ou si je crée une vidéo à part, où il y aura à chaque fois le lien à chaque vidéo, où vous pourrez mettre dans cette vidéo-là vos propositions, comme ça ne vient pas parasiter vraiment les commentaires en bas. Tiens, j'ai bien appris mes éléments de langage, hein. Franchement, j'ai ressorti les mêmes phrases qu'au début de la vidéo, il y a 2 heures. Et ça, je peux presque devenir politicien, les gars, hein. Je sais faire des imitations de Jacques Chirac. Pas du tout. Oh, vous avez assisté à cette tentative en live d'imitation de Jacques Chirac, mais minable. Franchement, si j'avais encore du cacolac, je pense que je me prendrais un shot pour passer cette humiliation. Bref, allez, tirons au sort un de vos films. Et je suis tombé sur la proposition de Kevin Candy qui m'a mis The Place Beyond the Pine de Derek Cianfrance avec le Coco, Eva Mendes, c'est pas elle à qui je pensais, mais il y a Eva Mendes, Ryan Gosling, c'est ça, comme il s'appelle le monsieur, et il y a aussi le mec qui joue Rocket Raccoon dans le MCU, là. Ah, purée, les noms.
les noms. Je vais me prendre un cours de noms. Est-ce que ça existe? Vous avez des moyens mémotechniques pour retenir le nom des gens et ne pas avoir un trou au moment de les sortir de votre bouche? Parce que là, je l'ai sur le bout de la langue, le mec qui joue Rocket Raccoon, là. Je l'ai. Il est là. Il veut pas sortir, cet enfoiré. Bradley Cooper. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est catastrophique d'avoir des trous comme ça. Donc, The Place Beyond the Pine, c'est un film que j'aime énormément. C'est une énorme claque que j'ai vu au cinéma. Enfin, vraiment, ça a été une énorme claque. C'est un film qui est très particulier. J'ai pas trop envie de vous spoiler le truc parce que c'est vraiment assez particulier. Mais c'est un film qui est divisé en sections. Et les sections divergent un peu de l'une de l'autre. Et c'est assez surprenant. Je ne veux pas en dire plus, mais il y a vraiment une construction dramaturgique qui est atypique. Et la manière dont on va suivre l'histoire, qui est en fait un enchaînement de conséquences et étendu dans le temps, d'événements et leurs conséquences et ce qu'ils vont produire dans le temps, assez intéressant. Et j'adore cette construction dramaturgique. Mais pour pitcher rapidement l'histoire, on va suivre Ryan Gosling, qui est un mec qui fait de la motocross dans des fêtes foraines, où il va dans une espèce de cage et il tourne comme ça. Et en parallèle de ça, il fait aussi des braquages, où il braque et avec sa moto, il arrive à disparaître dans The Place Beyond the Pine, qui est donc le titre, l'espèce d'endroit derrière les pins. Voilà. Et on va suivre ce mec-là, dans un de ses braquages. Donc c'est un film que je trouve extraordinaire, qui pose vraiment une atmosphère, mais directe. C'est le moment où Ryan Gosling a explosé, quoi. Il a fait Drive peu de temps avant, et The Place Beyond the Pine, on est un peu sur la même tassiture de personnage, disons ça. Je sais pas si le mot taciturne est a priori approprié pour ça, mais en tout cas, voilà, on est sur un personnage qui est pas très loquace, assez mutique, qui est très fort à ce qu'il fait, et à ce côté où vu qu'il dégage une assurance et une espèce de force tranquille, il est très impressionnant. Il a un look assez particulier, il est tatoué en marcel, il est blond peroxydé. Voilà, il y a Bryan Cranston, je crois, si je me gourre pas. Non, ça c'est dans Drive, le mec qui confond tout. C'est qui le mec qui joue aussi dans ce film? Ah, je crois que c'est Ben Mendelsohn, son collègue qui fait des... Oui, je crois que c'est Ben Mendelsohn qui est l'acteur qui jouera les méchants dans les années qui ont précédé, la Ready Player One, dans plein de films, il joue les méchants, récemment, qui a un rôle vraiment cool dans ce film aussi. Donc, c'est un film qui est en plusieurs segments. Le premier segment est très très fort, très très immersif et encore une fois viscéral visuellement. Il y a vraiment une espèce de caméra à l'épaule qui te plonge dans les instants, par exemple, d'action, de manière vraiment... ça te tient en haleine de manière... viscérale, c'est con à dire, mais parce que tu es à l'épaule avec le perso et tu vas bouger avec lui. Il y a un braquage en plan séquence, mais c'est pas du plan séquence virtuose pour faire un truc super propre. C'est vraiment le plan séquence pour te faire comprendre que t'es en temps réel, que tu vois les emmerdes arriver en temps réel, t'as ce stress qui grimpe en même temps que le personnage. Enfin, tu vis le moment avec le personnage, quoi, vraiment. Et c'est vraiment super. T'as des plans de poursuite avec une caméra embarquée dans la bagnole qui est vraiment très 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 bien foutu. Le deuxième segment se concentre sur un autre personnage, un peu. Et c'est moins poignant. Enfin, je trouve c'est-à-dire que la première partie du film est vraiment la plus forte, mais c'est encore vraiment bien foutu, et surtout t'as donc le personnage de Bradley Cooper qui est assez intéressant et qui joue très très bien dans un rôle qui est pas forcément celui dans lequel on le connaît. Il est un peu grassouillé, il joue un peu le mec lambda à qui il arrive un truc un peu particulier, quoi. Et c'était assez à contre-emploi un peu de ce qu'il fait d'habitude, et c'était pas mal de le découvrir là-dedans. Et par contre, le troisième segment, là, c'est peut-être là où le film pêche un peu. Il y a un côté très donneur de leçons, et là, on va dire qu'il t'assène un message de manière un peu grotesque. Enfin, c'est pas la troisième partie que je trouve que le film est très intéressant sur ces deux premiers segments, et le troisième segment est vraiment le truc en trop, où il va surexpliquer des choses, et il fait là d'un coup ça devient un peu un film à message pas forcément ultra subtil justement sur
sur comment ça s'appelle, le fait de grandir dans un milieu social et d'être conditionné à devenir une crapule si tu as été élevé par une crapule. Enfin, ce côté, ah, ça s'appelle comment? Et c'est encore une fois un épisode de 10 films en vrac où je n'oublie pas un mot. Ce n'est pas un vrai épisode de 10 films en vrac, donc merci, dans les commentaires, vous allez finir ma phrase. Voilà, vous savez très bien de quel mot je parle. Le fait d'être comme ça, là, vous me mettrez dans les commentaires parce que je ne trouverai pas ce mot. Ah là là, il y en a, ils ont des gimmicks cool. Moi, c'est des gimmicks de loser à chaque fois, quoi. C'est j'oublie des noms ou j'oublie des mots, quoi. C'est vraiment... je préférais faire autre chose. Hein. On est sur un vrai film d'auteur américain moderne. C'est le réalisateur qui avait fait avant Bloody Valentine, un truc comme ça, My Machin Valentine, je vais aller vérifier le nom. Mais très 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 beau film aussi. Blue Valentine qui est un film, ouais, une histoire d'amour entre Ryan Gosling aussi et Michelle Williams, donc les deux acteurs de Drive, c'est ça qui est marrant, à deux époques différentes, et il y a vraiment une sensibilité dans sa mise en scène, il y a un côté très lancinant, posé, calme, et il te plonge dans les films, voilà, il y a une atmosphère qui est générée par un côté vraiment progressif, et il crée un univers comme ça, petit à petit, tac, 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 et au final, t'es vraiment dedans, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce réalisateur. J'ai pas vu son dernier qui est sorti, qui était Une vie entre deux eaux, parce que ça me tentait pas du tout. Et le prochain, c'est Empire of the Summer Moon, l'histoire de Kanan Parker, un des grands chefs Comanches. Ça peut être intéressant. Franchement, un film sur un chef indien, ça peut être très très intéressant, mais c'est pas du tout au programme. Il n'y a aucune date de sortie et il n'y a aucun acteur, donc à mon avis, il n'en est pas encore là. Mais c'est un réalisateur où je m'étais promis de vraiment suivre sa carrière parce que j'aime beaucoup ses deux premiers films. Blue Valentine, excellent franchement Blue Valentine, et The Place Beyond the Pine, très très bon film, un film rare, comme on n'en voit pas si souvent, et qui mérite vraiment le détour. Donc clairement, il mérite d'être acheté en Blu-ray et d'avoir ça dans une vidéothèque. Et on arrive au dernier film en vrac. C'est beau. Ouf, on va pas finir avec une note extraordinaire. Non, on va finir avec une comédie française qui est un remake d'un film québécois. Alors ça va me permettre de parler du film québécois qui est mieux que le remake, qui s'appelle Un village presque parfait, réalisé, si je ne m'abuse, par le mec qui a fait Le ciel, les oiseaux et ta mère, qui s'appelle comment déjà? Ah non, c'est réalisé par Stéphane Meunier, mais par contre c'est produit par Jamel Ben Salah, qui est donc le mec qui avait fait Le ciel, les oiseaux et ta mère, et bon voilà, il est producteur de Un village presque parfait, qui est le remake de La Grande Séduction, qui est un film québécois, qui a eu aussi un remake américain qui s'appelle The Great Seduction, je crois tout simplement, qui raconte l'histoire, qui est vraiment pas mal, c'est un vrai concept qui est plutôt cool, d'une ville côtière au Québec, ou en Gaspésie, dans le Canada quoi. Et donc on est dans ce petit village portuaire, c'est dans la version originelle, où en fait tous les habitants vivent des allocations, mais vraiment tous, il n'y a plus aucun boulot à part le pub, enfin voilà, c'est la misère totale. Parce qu'avant ils étaient pêcheurs, et je sais pas trop pourquoi ils pêchent plus, quoi. Et dans la volonté de relancer l'activité, il y a une entreprise qui voudrait s'implanter dans ce village, mais ils ont besoin d'avoir un médecin sur place. Et donc, il y a un habitant qui va décider de créer un stratagème pour faire venir un médecin. Voilà, donc c'est un peu c'est ça le principe. Le film en français, en québécois, s'appelle La Grande Séduction, parce que ils vont faire venir un médecin par une espèce d'arnaque, où le mec va se retrouver là, et ils vont tout faire pour lui faire croire que c'est un village presque parfait. Oh, mais c'est le titre du film français, mais les deux films marchent. Bon, le titre français est quand même pas terrible, Un village presque parfait, parce qu'en plus c'est un peu en référence avec Un dîner presque parfait, tout, c'est pas dingo comme titre. Mais alors, la grosse nuance entre le remake et l'original, c'est que on n'est plus du tout sur une ville portuaire dans le remake. On est sur je crois qu'on est sur une ville des Alpes, un truc comme ça, enfin une espèce de ville campagnarde. Donc c'est con, ça change pas grand chose dans l'idée, mais ça apporte, c'est pas le même mood quoi, vraiment. C'est-à-dire que ce côté portuaire, la mer et le fait d'avoir ces couchers de soleil sur l'océan, c'est le lever de soleil parce qu'on est en Gaspésie les gars, c'est de l'autre côté de... Vous reprenez-moi quand je fais des erreurs géographiques s'il vous plaît. Ça change un peu le mood. Et au-delà de ça, il y a aussi certains trucs qui sont, je trouve, pas si bien adaptés ou qui ont moins de sens, enfin qui fonctionnent moins bien dans le remake. Le casting déjà, on a Laurent Deutsch en médecin et Didier Bourdon dans le rôle
on va dire, de l'habitant du village qui va essayer de tout faire pour que le médecin se sente chez lui. Après, il y a un autre casting, je sais qu'il y a Lionel Astier dans le village, enfin, il y a plein de trucs. Et ils sont pas mauvais, hein, les comédiens, mais le casting québécois est vraiment grandiose. Je connais pas spécialement le nom des acteurs, en tout cas ça me dit rien. Raymond Bouchant, David Boutin et Benoît Brière. Mais je sais qu'ils sont extraordinaires. Et le remake anglais a aussi un très bon comédien que j'aime beaucoup. Mais je vais pas vous le donner parce qu'à un moment je vais arrêter d'aller chercher des noms sur mon ordinateur. Mais voilà, c'est un film... C'est dur de parler du remake parce que je le trouve... C'est assez bizarre parce qu'il est pas... C'est pas terrible, alors que le film original est vraiment un film que j'aime énormément. Et pourtant, il est fidèle. C'est un remake qui fait quasiment les mêmes choses. Donc je sais pas à quoi ça tient, à pourquoi j'ai un problème avec le remake. Je pense que c'est majoritairement les comédiens, l'atmosphère qui est créée. Il y a vraiment un côté... En fait, je trouve que le Québec, le film québécois, il y a un côté totalement mélancolique, permanent. On est dans une vraie dramédie assumée, un côté vraiment chaleureux qui s'en dégage. Là où le film français, il essaye un tout petit peu trop de jouer la carte comédie, un peu plus. Il assume moins son côté... c'est quand même des gens qui sont à la base un peu dans la merde, et on va pas en rire en fait de cette merde-là. On va traiter cette espèce de déprime de ces villes mortes qui ont plus d'activité au sérieux. Là où le remake est moins là-dessus, quoi. Mais il y a des vrais trucs qui fonctionnent bien. Il y a une visite si je me gourre pas, de l'entreprise qui veut s'installer dans le village, où ils doivent faire croire qu'il y a plus d'habitants que ce qu'il n'y a. Et donc ils mettent les gens à deux endroits à la fois en faisant bouger tout le village pendant que les gens les font visiter un autre coin du village. Et donc il y a le pub qui est rempli, il y a le resto qui est à l'autre bout du village, les mecs doivent arriver en parallèle pour remplir le resto en se changeant au passage. Enfin, voilà. C'est que des espèces de stratagèmes comme ça pour générer une arnaque qui est vraiment géniale. Ah, il y a dans le remake américain, il y a Jonathan Rhys-Meyers aussi qui joue le médecin, qui est un acteur que j'aime bien aussi. Et donc voilà, il y a des espèces de stratagèmes comme ça. C'est un enchaînement en fait de quiproquos et de dissimulation et de petites escroqueries, mais qui sont faites avec une vraie bienveillance et un vrai côté positif, quoi. Enfin, après, il y a aussi toute cette construction qu'on imagine très vite là, qui est basée sur un quiproquo, où le médecin arrive, on lui fait croire que la ville est géniale et que les gens déjà ils sont super contents d'avoir un médecin. Mais surtout, on lui fait croire, par exemple, le gros truc du truc, c'est que le médecin, il est fan de cricket. Et donc, tous les habitants font croire qu'ils sont fans de cricket et qu'il y a une équipe de cricket dans le village. Et donc, ils vont jouer au cricket et le médecin, il est trop content. Alors que personne comprend ce que c'est le cricket et n'a joué au cricket. Ils jouent avec ce délire-là, donc ils font des espèces de mensonges. Il y a un petit détail que j'aime beaucoup, qui est le fait qu'il y a un mec qui est genre un peu le simplet du village, qui est le mec hyper simpliste, qui dit mais moi ce que j'aime c'est trouver de l'argent par terre, c'est ça qui me rend heureux. Et donc il va mettre de l'argent par terre sur la route du médecin, et donc le médecin de temps en temps aussi, mais il se baisse, il voit un billet, il le récupère et il est là, il est content, genre il sourit, et tu vois l'autre caché qui est trop content de son coup et qui dit ah c'est grâce à moi qu'il veut rester, il a trouvé de l'argent par terre. Enfin, c'est hyper tendre, quoi. Il y a vraiment ce côté hyper touchant. T'as évidemment une espèce de love interest qui va être un peu créée, quoi, avec une fille qui va être dans la confidence et qui va pas assumer pleinement le truc, et donc ça va parasiter leur histoire d'amour. Enfin, vous voyez venir le truc, évidemment. On est vraiment sur le vrai bon feel-good movie, quoi. Et je vous avoue que je serais très tenté de me remater les trois et de faire vraiment une comparaison pour essayer de comprendre en quoi l'un peut être mieux que l'autre. Pourquoi le remake est moins bien, Un village presque parfait, marche moins bien que l'original, alors que pour le coup, je trouve que le remake anglophone, il marche vraiment très bien aussi. Il est très 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 bien. C'est très bien fait parce que il est très fidèle comme remake. Là où le français, il est un peu bâtard. Mais c'est pas un film affreux pour autant, hein, le film français, Un village presque parfait. C'est-à-dire que le concept fonctionne assez bien pour faire un film plaisant. Mais il y a plus de cabotinage, les personnages sont un peu plus stéréotypés. Voilà, c'est moins fin dans l'écriture, il y a moins de tendresse pour les personnages. Il y a un côté un peu plus méchant qu'il n'y a pas dans l'original, qui est vraiment un film très tendre et très très intéressant. Et vraiment, c'est un vrai bon feel good que je recommande.
Et ce serait intéressant de les avoir, enfin de les regarder. Par contre, je ne choisirais pas le... Si je devais en choisir un, je prendrais évidemment l'original. En deuxième, je prendrais le remake anglophone. Et en troisième, je mettrais un visage presque parfait. Et si je devais en acheter qu'un, ce serait l'original. C'est bien, continue de dire des choses que tu as déjà dit, critique masquée. Tu vas pas du tout perdre tes quelques auditeurs et visionneurs. Je pense que vous regardez aussi un peu cette émission. Excuse-moi, c'est pas hyper visuel, mais bon. C'est comme ça. Vous n'avez pas les moyens de me montrer grand-chose d'autre que ma gueule dans une cuisine moche. On fait avec ce qu'on a, les gars. Et ben voilà, messieurs, dames, on est arrivé au bout de cette émission. Une émission qui est très longue. J'ai vraiment pris mon temps sur chaque film. Vous l'écoutez vraiment en plusieurs fois, les gars. Le but, c'est pas de tous farcir d'un coup. C'est vraiment une émission, elle vous fait la semaine. 10 films. Une bonne vingtaine, trentaine de minutes par film par moment. J'ai des Roland, désolé. Bref, donc voilà, c'est pas le but de se dire faut absolument que je la mette tout de suite. Non, c'est vraiment pour vous accompagner. Quand vous allez au boulot, tout ça, vous écoutez pépère, tranquille. Petit instant promo, parce qu'il y a des événements importants qui arrivent pour moi en septembre. Alors, il y a le festival solidaire des arènes de Montmartre, dont la compagnie La Condotta, dont je fais partie, compagnie de théâtre, a 3 choses qui sont diffusées, spectacles ou films. Le premier, c'est donc Deviltown, le 16 septembre à 20h30. Voilà, venez, c'est projeté en plein air. C'est la première projection de la version long métrage. Alors, le principe de ce festival, c'est qu'à chacun des événements, donc après, je vous présente d'abord les événements et après je vous expliquerai le principe. Après, on a Boulevard Courteline, qui sont des pièces de boulevard de Courteline. C'est vraiment, vraiment très drôle. Qui sont jouées le mercredi 11 septembre à 15h30, le lundi 16 à 19h, donc avant Deviltown, le mercredi 18 septembre à 15h30 et le samedi 21 septembre à 14h. Et le dernier truc, c'est Du même ventre, qui est une pièce sur la famille Claudel, qui est jouée en plus 2 parties. La première partie, c'est le 11 septembre à 17h. La deuxième partie, c'est le 18 septembre à 17h. Et il est en intégrale le 21 septembre à 15h30. Donc ça, c'est dans les arènes de Montmartre. Donc c'est donc le festival solidaire de Montmartre. Et le principe, c'est que chaque journée où il y a des représentations de la Condotta, donc si on fait le compte, il y a le mercredi 11 septembre, le lundi 16, le mercredi 18 et le samedi 21. Ce sont les 4 dates où il y a des représentations de la Condotta. Vous payez un pass qui est de 12 € et vous avez accès à toutes les représentations de la compagnie Condotta. Il y a un autre spectacle qui fait partie aussi et il y a une lecture de scénario, dont un scénario à moi sur un court-métrage dans les voyages dans le temps. Donc si vous venez, vous aurez aussi cette lecture de scénario qui est faite par des comédiens et tout ça. Donc il y a vraiment plein d'événements qui sont organisés à ces dates-là. Le 11, le 18, le 21 et le 16. Donc le 11, le 16, le 18, le 21. Voilà, donc pour 12 € vous avez accès à plusieurs spectacles, soit à Du même ventre, soit à Deviltown, soit à Courteline, soit à plusieurs si vous venez les jours. Je vais essayer de mettre toutes les informations en description. Je vais aussi en parler dans ma page communauté. J'y serai à chaque fois. Donc si vous venez, n'hésitez pas à me tenir au courant pour qu'on se boive un petit coup après. Il y a un pub juste en face et qu'on discute un peu de Cinoche. Ça me fera plaisir de vous rencontrer si vous êtes sur Paris à ce moment-là. En venant, vous soutenez vraiment une petite compagnie de théâtre qui essaye doucement de percer et de faire des spectacles et de proposer des spectacles. C'est la compagnie que je finance un peu avec mes revenus YouTube. Voilà, j'aide, mes revenus YouTube vont en partie à cette compagnie pour essayer donc de monter différents spectacles parce que c'est la compagnie avec laquelle je travaille, avec laquelle je collabore. C'est pas mon travail pro. Et ça me fait très plaisir de pouvoir leur donner un coup de pouce, d'autant plus qu'il y a Deviltown, qui est quand même mon film. Oh là là, regardez, moi, il y a... Alors là, c'est Flynn Cooper. Regarde là, toi. Voilà, regarde les bonhommes là. Voilà, là, il y a Flynn Cooper. Là, il y a Sam Pinwood. Là, il y a Jimmy, comment il s'appelle? Jimmy Glover. Là, tu as James Albertini. Et là, c'est Joe Calderon. Ça, c'est pas des noms de personnages qui claquent, ça. Franchement, Joe Calderon. Purée, les gars. Deviltown, quoi. Voilà, donc montage d'1h30 pour découvrir Deviltown dans des conditions qui sont inédites. Et ça vous découvrirez un film qui est pas parfait, hein, Deviltown. Un jour, j'en ferai une critique dans cette émission, peut-être. Mais qu'une vraie proposition maladroite sur plein de trucs, mais qui déborde de propositions. Voilà. Et avec une volonté de proposer quelque chose. C'est bien la proposition. Faut aimer faut être tolérant avec les propositions. Hein, parce que, comme j'ai envie de dire,
Vaut mieux proposer quelque chose que quelque chose proposé. Non, ça marche pas du tout avec cette phrase-là. Parce que tu sais, il y a des fois où tu as juste à inverser et le truc, tu vois, genre, vaut mieux partir le dernier que être le dernier à partir. Enfin, tu vois, c'est exactement la même phrase. Je suis nul pour faire ce genre de truc. Bon, je vais arrêter le massacre et on va se dire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile!